Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et je vous remercie pour votre présence aussi nombreuse. Je suis Sébastien, architecte à l'ingénierie produit chez Odigo. Odigo, c'est une solution cloud qui met en relation des consommateurs avec des marques ou des institutions. Notre solution accueille les consommateurs avec des bots téléphoniques, mail, WhatsApp, chat, et fournit aux équipes clients des outils pour répondre efficacement aux demandes des utilisateurs. Et pour l'anecdote, on gère près de 3 milliards d'interactions clients par an. Donc il y a de fortes chances qu'en tant que résident français, vous ayez utilisé une Odigo cette année. Et vous imaginez que quand on construit ce genre de solution, on va utiliser pas mal de serveurs, des serveurs vocaux, des serveurs pour communiquer avec les systèmes des clients. Et donc on a des solutions qui sont assez complexes. Et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous parler des systèmes distribués. Mais si je reviens en arrière, la première fois que j'ai fait une application, on va dire sérieuse, c'est-à-dire qui a été utilisée par pas mal de personnes, elle a été publiée dans les distributions Linux. C'est une application qui permettait d'indexer des médias movibles et de pouvoir faire des recherches sur son PC, sur plein de médias. Cette application, c'était une application bureautique. Les données étaient enregistrées dans l'application. Je n'avais pas d'appel à des services distants, je n'avais pas d'appel à une base de données, c'était une base locale à l'application. C'était vraiment simple, c'était super pratique à développer. Aujourd'hui, quand on veut faire une nouvelle solution, ça ressemble plutôt à ce joyeux bazar. On en a un peu partout, on a des données un peu partout, des services dans tous les sens. Ça a l'air d'être naturel pour tout le monde. Étant un développeur qui a connu des choses beaucoup plus simples, des fois je me pose la question de où est-ce que ça a dérapé pour en arriver là quand même. Et peut-être qu'il y a une raison, mais j'aimais le monde d'avant quand même, comme je commence à vieillir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de parcourir un peu le monde des systèmes distribués avec, on va voir s'il y a des avantages ou des inconvénients. Alors, qu'est-ce qu'un système distribué? Si on regarde dans la littérature, on voit une définition qui n'est pas trop mal, qui est que c'est un ensemble d'ordinateurs indépendants qui vont rendre un service à un utilisateur pour qui il a l'impression d'interagir avec un seul ordinateur. Moi, j'aime dire qu'un système distribué, c'est un ensemble de composants, donc logiciels, qui collaborent au travers du réseau, mais le réseau, ça peut être sur une même machine, sur un même serveur, pour rendre un service unique à un utilisateur. Dans le suite de la présentation, je vais parler d'applications. Pour simplifier, on imagine qu'une application est sur un serveur toute seule, mais on peut imaginer d'avoir plusieurs applications sur le même serveur, mais qui dialoguent sur le réseau. Alors pourquoi on voudrait faire un système distribué? Il y a 3 raisons principales. La première, ça va être une histoire de scalabilité. Parce que vous avez votre application qui tourne toute seule dans son coin, puis à un moment, vous allez avoir plus d'utilisateurs, vous allez donc avoir plus de requêtes, et à un moment, vous allez arriver aux limites de votre serveur. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rajouter de la RAM, vous allez rajouter du CPU, vous allez rajouter du disque. Puis à un moment, vous allez arriver à la capacité maximum de votre serveur. Donc vous allez acheter un serveur plus gros. Vous recommencez, puis ça continue à bien fonctionner. Et à un moment, vous arrivez dans le catalogue de votre fournisseur et il n'y a pas de plus gros serveur. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc ça, c'est la partie scalabilité, ce qu'on appelle verticale. On ajoute de la puissance sur un seul serveur. Et l'autre solution, c'est d'utiliser la scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'on va rajouter d'autres serveurs pour pouvoir distribuer le travail et continuer à prendre plus de requêtes, plus d'utilisateurs. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est la performance, c'est-à-dire si on rajoute plus d'ordinateurs, on va être capable de traiter plus d'informations. Il y a aussi la capacité de réduire la latence. Par exemple, nous, on a des serveurs vocaux qui ont besoin de répondre très rapidement aux utilisateurs puisqu'ils parlent avec la voix et donc ils ne peuvent pas attendre quelques secondes, sinon l'expérience n'est pas très bonne. Donc si on a nos clients qui ont des utilisateurs, par exemple en Asie, il faut qu'on déploie des serveurs vocaux en Asie pour être au plus proche des utilisateurs pour réduire la latence. Donc c'est une raison aussi d'avoir plus de serveurs. Et il y a aussi la fiabilité. Quand vous avez une seule machine pour votre service, si la machine tombe en panne, le service il va être indisponible le temps que vous répariez la machine. Donc ça peut être plus ou moins rapide en fonction si vous avez réussi à automatiser. Et en ayant la chance d'être capable de le remonter, votre serveur. Et si votre serveur brûle, si vos données étaient dessus, vous les avez perdues. Donc vous perdez de l'information. Donc c'est aussi pour la fiabilité qu'on va faire des systèmes distribués. Alors il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles on peut le faire, ça peut être pour les coûts. Tout à l'heure je vous disais, avec la scalabilité verticale, on va acheter des gros serveurs. Parfois un gros serveur coûte beaucoup plus cher que plein de petits.
Donc ça peut être une raison. Il y a parfois des raisons organisationnelles, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs équipes de développement, c'est plus facile que chaque équipe travaille sur un composant qui va être dédié à l'équipe. Les équipes peuvent avoir des cycles de vie différents, des rythmes de release différents. Ils vont pouvoir avoir des technologies différentes et ça permet aussi d'utiliser une technologie qui est dédiée à un besoin bien spécifique. Dans un système distribué où on a plusieurs serveurs, on va être capable aussi de changer une seule partie du système, ce qui nous permet d'évoluer plus facilement plutôt que quand on a une seule application. Si vous voulez changer quelque chose, ça peut avoir beaucoup plus d'impact sur sur l'ensemble de l'application, donc c'est plus compliqué de remplacer des bouts d'application. Et enfin, il y a un autre point aussi, c'est sur le partage de données. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans une entreprise, vous avez un service de comptabilité qui va déclarer tous les employés. Et si vous à côté, vous avez votre service de RH qui déclare aussi tous les employés, vous allez avoir une double saisie, une incohérence des données. Et donc, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est d'avoir un entrepôt de données commun, partagé, qui est l'entrepôt des employés, et deux services qui vont les utiliser. Et donc, on se retrouve à avoir un système distribué où on a au moins 3 acteurs. Quand on fait des systèmes distribués, il y a des bénéfices qui sont ceux auxquels on a répondu, aux contraintes qu'on a répondu, pardon. Puis il y a d'autres bénéfices. Les bénéfices directs, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la répartition de charges. On va être capable de répartir la charge sur plusieurs serveurs et d'ajouter de l'élasticité. Donc l'élasticité, c'est la capacité à rajouter des serveurs dynamiquement. C'est-à-dire si vous avez des pics de charge, vous pouvez rajouter des serveurs pour prendre de cette charge et les enlever quand vous n'en avez plus besoin. Nous, par exemple, on a des pics de charge qui correspondent aux heures de travail des employés où les gens appellent plus sur les pauses méridiennes ou en fin de journée. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut réserver plus de puissance de calcul pour traiter ce flux et quand on n'a plus besoin, on les libère. Et bien entendu, la haute disponibilité, c'est-à-dire que si on a beaucoup de serveurs, s'il y en a un qui tombe, on a d'autres serveurs qui peuvent prendre le relais des traitements et ce qui nous permet d'avoir une meilleure disponibilité des services. En indirect, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'évolutivité. Si vous voulez changer un bout de votre système, ça va être beaucoup plus facile. Et il y a l'innovation, c'est-à-dire que parfois vous voulez tester une nouvelle technologie. Si vous voulez l'intégrer dans un seul service, il peut y avoir des impacts, ça peut être plus ou moins difficile. Que si vous avez un nouveau composant que vous mettez dans votre système distribué, vous pouvez le mettre à côté, commencer à l'utiliser. Si ça ne marche pas, vous l'enlevez. Il n'y a aucun impact sur ce qui tourne autour. Et donc, ça facilite l'innovation un peu. Bien entendu, dans chaque solution, il y a toujours des inconvénients. Il n'y a aucune solution magique, aucune solution miracle. Et je voudrais profiter de tout ce qu'on a pu rencontrer comme problématique au travers des systèmes distribués pour vous en parler et vous partager un peu les difficultés qu'on peut rencontrer quand on monte un système distribué. Mais avant ça, j'aurais juste fait un petit rappel sur la différence entre la reliabilité et la resiliency. Donc la reliabilité, c'est la fiabilité. Donc c'est la capacité à éviter des échecs. C'est-à-dire que vous avez une application et vous ne voulez pas qu'elle tombe, ou en tout cas qu'elle tombe le moins souvent. Par exemple, ça peut être votre service de données. Vous ne voulez pas perdre des données, donc vous allez mettre en place des systèmes pour éviter de perdre des données avec de la réplication ou d'autres systèmes. Et la resiliency, c'est donc la tolérance aux pannes. Donc c'est la capacité à résister aux échecs. C'est-à-dire que vous avez un service qui va en utiliser un autre, et si cet autre service tombe en panne, il faut être capable quand même que la première application soit toujours disponible, puisse fonctionner correctement. Donc c'est vraiment deux concepts différents qui vont répondre à une même problématique qui est d'avoir un service qui fonctionne souvent et donc adresser la disponibilité de votre service. Mais d'un côté, on s'assure à ce que notre application ne tombe pas en panne ou en tout cas propose des mécanismes pour être fiable. Et de l'autre côté, on essaye d'être résistant à tout le chaos qu'il peut y avoir dans un système distribué et toutes les pannes qu'on va pouvoir rencontrer autour de nous. Quand on fait des systèmes distribués, on commence par faire de l'architecture avec des jolis schémas, des flèches et tout. Sur le papier, c'est super joli, ça a l'air super bien. Mais en fait, on se ment un petit peu. C'est un peu comme mes cours d'algo que j'avais avant. Je ne sais pas si vous avez eu la même chose. Quand on fait de l'algorithmie, on dit vous avez autant de mémoire que vous voulez, vous avez autant de CPU que vous voulez, vous avez autant de disques que vous voulez. Donc c'est génial, vous faites des super algos. Puis un jour, on vous donne un clavier entre les mains, vous commencez à coder. Et là, vous avez des erreurs mémoire. Vous avez des piles d'exceptions qui sautent parce que vous avez dépassé la pile d'exécution. Ou parfois, votre programme ne répond pas du tout parce que vous êtes dans une boucle qui ne répond jamais ou qui est super lente.
Et ben, quand on fait des schémas quand on fait de l'architecture de systèmes distribués, ben, on se fait aussi des petits mensonges, en tout cas au moins des fausses idées. Le premier, on suppose que le réseau est fiable. Or, le réseau, il n'est pas fiable du tout. Il y a des fois des erreurs. Il peut tomber en panne. Que la latence est nulle, c'est-à-dire que sur notre schéma, on imagine qu'on appelle un service, on a la réponse tout de suite. Dans une application, quand on appelle une fonction, oui, on a la réponse tout de suite. Sur le réseau, ce n'est pas le cas. Que la bande passante est infinie, c'est pareil. Même si on a des réseaux qui sont de plus en plus performants, la bande passante n'est pas infinie. Donc il va falloir chercher à optimiser au maximum la taille des données qu'on échange pour éviter de consommer trop de bandes passantes. Que le réseau est sécurisé, c'est pas vrai. Il y a des gens qui écoutent sur les réseaux, ils peuvent récupérer des informations, ils peuvent injecter des données aussi, ils peuvent provoquer des DDoS, etc. Que la topologie du réseau ou du système ne change pas, c'est pas le cas non plus. On rajoute des serveurs qui peuvent impacter sur les adresses IP, par exemple. On peut avoir toute la topologie du réseau qui change à n'importe quel moment, on n'est pas toujours au courant. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Que dans un système distribué, il n'y a qu'un seul administrateur. Donc, plus on rajoute de serveurs, plus il y a une complexité, et donc en général, on n'a pas qu'un seul administrateur unique. Donc on va avoir plusieurs administrateurs, ça demande de la coordination et pour éviter des problèmes. Que le coût du transport est nul, non. Quand vous faites un appel de fonction, bon, vous avez juste la pile d'exécution qui va se déclencher, on fait notre appel, c'est assez rapide. Quand on fait du réseau, eh ben, il y a toute la couche, enfin tout l'empilement des couches réseau qui sont exécutées avec le décodage des paquets, ou quand des paquets arrivent dans le mauvais ordre, il faut les remettre en ordre. Ça on l'ignore, mais en fait, il y a quand même pas mal de ressources qui sont utilisées pour gérer le réseau. Et enfin, le réseau est homogène. Ben, on ne sait pas en fait ce qui se passe selon où on passe dans l'entreprise. Il y a des différentes technologies de réseau, de différents OS, et le réseau ne se comporte pas toujours de la même façon dans un système. Cette liste, on la doit à quelqu'un qui l'a fait il y a très très longtemps. Vous pouvez la retrouver sur Wikipédia si vous voulez, mais on va voir qu'en fait, c'est un des plus gros problèmes dans les systèmes distribués, c'est toute cette fausse idée. Si je reviens sur mon application SAP, donc c'était une application, une seule, avec les données dedans. Quand on veut essayer de répartir de la charge, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va externaliser la partie données, gestion de données. Donc on va utiliser un serveur de base de données ou une API distante, ce qui permet d'alléger la charge de l'application, et on délègue tout le reste. Donc ça passe par le réseau. Première question, parfois je vois des gens qui utilisent un serveur de base de données distant, mais ils n'ont pas de problème de charge sur leur application. Alors je me dis, pourquoi ne pas utiliser SQLite, qui permet de fournir un moteur de base de données très décent, et qui évite de faire tous ces appels réseau, et on a tout localisé. Néanmoins, on peut avoir besoin d'externaliser la partie gestion de base de données, et dans ces cas-là, on va avoir des premiers problèmes qui vont être des problèmes de temps d'exécution des requêtes, et il faut mettre en place des connexions persistantes. J'ai déjà rencontré 2 cas qui étaient assez frappants sur une application PHP où on utilisait Cassandra sur le papier. Cassandra, c'est une base colonnaire assez performante, quel que soit le volume de données dedans, elle va nous répondre toujours à peu près de l'ordre de la milliseconde en écriture ou en lecture. Et là, on avait des requêtes qui prenaient une centaine de millisecondes. On se disait, mais ils nous ont menti. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait mal configuré le connecteur à la base de données et il ne persistait pas les requêtes, donc les connexions. Donc à chaque fois qu'on faisait des requêtes, il refaisait la connexion, donc c'est-à-dire ouvrir une socket et négocier la connexion au serveur. Une fois qu'on a mis en place les connexions persistantes, on était reparti sur des bonnes performances. De même, sur les clients HTTP, quand on fait des appels d'API, faire attention à ce que le client HTTP soit en connexion persistante. Là, j'avais eu le même problème où j'avais un client HTTP qui libérait la connexion à chaque requête. Ce qui veut dire qu'il y a toute la partie réseau avec les sockets, mais il y a aussi la négociation TLS, etc., qui prend du temps. Et donc, ça pénalise les performances. Et bien entendu, utiliser un pool de connexions qui permet de réutiliser ces connexions persistantes et de les partager avec plusieurs threads ou plusieurs workers. Une fois qu'on a externalisé la base de données, si on veut encore répartir la charge, on va instancier plusieurs fois notre application sur plusieurs serveurs et on va utiliser un load balancer qui va distribuer les requêtes de nos utilisateurs sur plusieurs instances. Donc il y a plusieurs stratégies pour la distribution. En général, on le fait assez simplement, on distribue chacun son tour. Ça permet d'avoir une certaine
scalabilité horizontale et on peut rajouter des serveurs au fur et à mesure. Le point important, c'est que ces services, il faut qu'ils soient stateless, c'est-à-dire que quand un utilisateur fait une requête sur un serveur, il ne faut pas avoir une session sur ce serveur qui contient des informations de l'utilisateur, parce que sinon le load balancer va renvoyer peut-être la requête suivante de l'utilisateur sur un autre serveur qui n'aura pas la session. Donc il faut essayer de faire des services stateless pour pouvoir distribuer toutes les requêtes d'un même utilisateur sur différents serveurs sans problème. Si ce n'est pas le cas, utilisez une sticky session, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un utilisateur a fait une requête sur un serveur, toutes ces requêtes passeront sur ce serveur. Et après, il y a une technique aussi par affinité qui fait que pour des raisons de performance, on va toujours envoyer les requêtes sur ce même serveur, mais si jamais ce serveur tombe, on est capable de renvoyer sur un autre serveur et de reconstruire son contexte s'il y a besoin, ou en tout cas des infos nécessaires, et l'utilisateur, lui, n'a pas vu de problème de disponibilité. Quand on fait ce genre de choses, c'est bien de mettre en place des health checks sur nos applications pour donner le statut de l'application. Comme ça, le load balancer sait s'il peut envoyer du trafic sur les applications. Il y a souvent deux health checks, un live qui dit si l'application est techniquement fonctionnelle, et un ready qui dit que l'application est capable de prendre du trafic. La petite subtilité, c'est que quand vous démarrez votre application, elle a peut-être besoin de se connecter à des serveurs distants pour récupérer des données ou de s'initialiser, et pendant ce laps de temps, si le load balancer vous envoie du trafic, l'application va répondre des erreurs parce que ce n'est pas encore initialisé correctement. Tout à l'heure, on a vu que le réseau a un coût, et donc on va essayer de l'utiliser au minimum, ce réseau. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut éviter de faire des appels réseau à notre base de données ou à des API distantes? Du cache? Oui. Alors, en informatique, on a l'habitude de dire qu'il y a deux choses qui sont compliquées en informatique. C'est le nommage et l'invalidation du cache. Alors, le nommage, personnellement, je suis un petit peu vieux pour me battre encore avec ça. Donc, je laisse les gens se battre avec ces discussions qui peuvent être très, très longues. Tant que j'ai une définition claire de chaque concept, moi, ça me va. Pour l'invalidation du cache, j'ai encore un peu d'énergie. Et à chaque fois qu'on me propose de mettre du cache quelque part, je demande à la personne de me prouver qu'elle en a vraiment besoin et que ça va vraiment améliorer les performances des applications. C'est souvent le cas, mais c'est assez compliqué de gérer du cache, donc je préfère quand même qu'on évite, ou en tout cas qu'on se pose les bonnes questions avant de le faire. Alors comment ça marche? Alors, on a notre application qui fait appel à la base de données. Le premier réflexe, c'est qu'on va mettre du cache local dans l'application. Comme ça, elle fait une première requête dans la base de données, elle récupère les infos, elle les met dans son cache. La prochaine fois qu'on en a besoin, au lieu d'appeler la base de données, elle va voir dans le cache. Donc ça marche bien. En revanche, on peut arriver dans un état avec une certaine incohérence entre les différentes instances de l'application, parce qu'ils ne vont peut-être pas aller chercher les données au même moment, et donc on se retrouve avec des caches qui vont être différentes dans chaque instance de notre application. Ce n'est pas toujours un problème, mais ça peut arriver. Donc l'autre idée, c'est de dire on va avoir un cache qui va être partagé avec tout le monde, donc un cache distant sur un serveur distant. Là, on n'a plus de problème d'incohérence, tout le monde a les mêmes versions du cache. En revanche, on réintroduit le problème du réseau, puisque le cache il est sur le réseau, donc il va être plus rapide que le serveur de base de données, parce que le serveur de base de données, lui, il est obligé de calculer la requête, scanner les données. Là, le cache, lui, contient juste le résultat de notre requête, donc c'est quand même plus rapide. On soulage le serveur de base de données aussi, qui est souvent le point de contention dans une solution, mais on a toujours du réseau. Une petite astuce, les serveurs de base de données, parfois, on peut charger toutes les données en mémoire. Par exemple, on avait un projet où on avait chargé vraiment toutes les données de notre base de données en mémoire. Donc on avait les fonctionnalités d'un serveur de base de données classique, avec la persistance en disque, les transactions acides, etc. Tout était en mémoire, donc c'était super rapide, quasiment aussi rapide qu'un cache distant. En revanche, on avait la sécurité de nos données. Donc on avait l'équivalent d'un cache distant, mais avec un serveur de base de données. Donc c'est une astuce qui peut être intéressante. Et si vous utilisez plein de petits caches sur vos applications, il faut faire attention quand est-ce que vous les invalidez. Parce que si vous les invalidez tous au même moment, vous allez vous retrouver avec toutes les instances de votre application qui vont appeler au même moment votre serveur de base de données. Et donc, vous risquez de stresser un petit peu le serveur de base de données, voire provoquer des problèmes de contention sur des locks ou sur une forte charge et puis faire tomber le serveur. Et dans ces cas-là, on utilise ce qu'on appelle un random jitter qui rajoute un peu d'aléatoire sur le moment où on met à jour le cache. Alors, il y a d'autres systèmes de cache. Au niveau HTTP, vous pouvez mettre du cache serveur.
Donc si vous avez des pages que vous rendez, vous pouvez, si la page elle est commune à tous les utilisateurs, c'est la même, vous mettez toute votre page en cache. Si vous avez des fragments de votre page qui sont communs aux utilisateurs et d'autres qui sont spécifiques, vous pouvez mettre juste les fragments communs dans du cache aussi. Ça évite de faire des appels aux bases de données. Après, il y a les CDN qui sont des caches de contenu statique qu'on va mettre au plus proche des utilisateurs, donc des CDN locaux, si vous avez du trafic qui est un peu réparti dans le monde. Et il y a un système de CDN à 2 niveaux, ce qui vous permet d'avoir des caches locaux un peu partout. Et pour éviter que tous ces caches appellent votre base de données, vous en mettez un autre entre les deux, et qui vont appeler ce CDN, et c'est un seul CDN qui appellera votre service. Et après, côté client, il y a aussi HTTP, il y a 2 systèmes. Il y a le cache control expire qui va permettre de dire si une donnée qu'on a récupérée via une API est encore valide ou pas. Donc ça permet de réduire le nombre de requêtes qu'on fait à notre serveur. Et il y a aussi le système des e-tags. Donc là, le e-tag, ça n'empêche pas de faire des requêtes parce qu'en fait, votre application va faire un appel pour savoir est-ce que la donnée que j'ai récupérée qui avait tel e-tag a changé depuis. Mais par contre, ça va réduire le volume de données échangées, puisque si la donnée n'a pas échangé, le serveur va juste répondre « Non, c'est bon, tu as la bonne version, pas besoin que je te la renvoie ». Et ça soulage pas mal la base de données. On a vu aussi que le réseau n'était pas fiable. Alors c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, dans un système distribué, tout peut tomber en panne. C'est pas seulement le réseau, c'est des composants, enfin les services qu'on appelle, ils ne sont pas toujours disponibles. Et ça arrivera toujours à un moment ou à un autre. Donc, quand on fait un appel d'une API vers une autre, on ne sait pas quand est-ce que l'autre API répond. Elle peut mettre du temps, parce que peut-être qu'elle est très chargée, peut-être que la requête qu'on vient de faire nécessite beaucoup de temps. Et donc, c'est bien de mettre des timeouts assez courts. Ça va permettre à ce que votre application ne soit pas bloquée pendant trop longtemps, qu'elle ne consomme pas trop de ressources, et que peut-être en plus, c'est quelqu'un d'autre qui vous a appelé, qui lui a un timeout aussi assez court. Et donc lui, il est déjà parti, il n'attend pas votre réponse, et vous attendez, vous consommez de la ressource pour rien du tout. Une fois que pardon, excusez-moi. Et ce que j'aime bien faire dans n'importe quel système, c'est de toujours limiter dans le temps et dans l'espace. Donc à chaque fois que vous avez des traitements à faire, il faut définir un timeout. Donc c'est des timeouts d'appel, mais ça peut être aussi des timeouts d'exécution. Donc dans nos solutions, les clients peuvent configurer de la logique de service. On ne maîtrise pas ce qu'ils configurent. Par contre, du coup, selon ce qu'ils ont configuré, ça peut mettre plus ou moins de temps. Donc on met des timeouts, et puis si ça dépasse la limite qui nous semble acceptable, on arrête le traitement. Et dans l'espace, c'est-à-dire que quand on fait par exemple une API, c'est bien de mettre en place de la pagination, parce que si vous avez une API qui vous permet de retourner la liste des utilisateurs, vous testez sur 10 utilisateurs en dev, c'est cool. Vous imaginez que tout le monde a à peu près pas plus d'un millier d'utilisateurs, donc vous pouvez récupérer tout en même temps, c'est pas grave. Puis un jour, vous vous retrouvez avec un client qui arrive avec ses 40 000 utilisateurs, et vous appelez votre API qui récupère tout le monde. Ça va soit faire crasher votre serveur, soit ça va mettre trop de temps à démarrer, à retourner la réponse. C'est le début des problèmes. Donc toujours limiter dans l'espace aussi les données que vous transférez. Ça vous sauvera la vie. Enfin, la vie. En tout cas, ça vous évitera d'avoir des problèmes, des incidents à régler la nuit. Si le timeout tombe, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous pouvez réessayer, peut-être que le serveur était trop chargé et qu'on peut lui redemander de répondre. Donc dans ces cas, il faut mettre en place un système de retry. Donc vous dites combien de fois vous voulez réessayer votre requête après chaque échec. Le retry, il ne faut pas le faire tout de suite, immédiatement, parce que si le serveur n'a pas répondu tout de suite, à mon avis, il y a peu de chances qu'il réponde tout de suite aussitôt, parce qu'il a sûrement un problème. Donc il faut mettre un petit délai. Et ce qui est bien, il faut mettre un petit délai. Et ce qui est bien, c'est de même espacer ce délai dans le temps. C'est-à-dire, la première fois, vous allez peut-être attendre 100 millisecondes, la deuxième fois 200 millisecondes, puis après peut-être 500, une seconde, etc. Donc espacer pour essayer de ne pas surcharger le serveur que vous appelez, parce que peut-être qu'il est en train de redémarrer, et s'il se prend plein de requêtes, parce que tout le monde est comme vous, essaye d'avoir la réponse, ça va l'empêcher de mieux démarrer. Et comme on fait des réessais, ça veut dire que l'API-B, qu'on appelle plusieurs fois, il faut qu'elle soit idempotente. Parce qu'imaginez que par exemple vous êtes en train de demander un ordre de paiement, si vous réessayez 4-5 fois, il ne faut pas quand même débiter 4-5 fois la personne qui a fait cet ordre de paiement. Donc ça veut dire qu'il faut de l'idempotence dans vos requêtes pour pouvoir les rejouer plusieurs fois, mais qu'il n'y ait qu'une seule que l'ordre soit passé qu'une seule fois. Pardon. Et qu'est-ce qui se passe si vraiment le service ne répond pas? Vous allez répondre une erreur. Peut-être qu'il y a peut-être mieux à faire. Peut-être que l'API-B que vous avez essayé d'appeler,
elle n'est pas vitale à votre service et vous pouvez quand même rendre un service minimum. Donc envisagez un mode dégradé, c'est-à-dire l'API B ne répond pas, mais je peux quand même rendre mon service minimum. Par exemple, chez nous, donc, je vous disais, notre métier, c'est de mettre en relation des clients avec des téléconseillers, ce qu'on appelle des agents. Et notre promesse, c'est de trouver le plus rapidement possible un agent disponible qui saura le mieux répondre aux clients. Donc on a un système qui permet de trouver le meilleur agent le plus rapidement possible. Et parfois, nos serveurs vocaux, ils ne peuvent pas communiquer avec ce serveur parce que, comme je vous disais, des pannes sont possibles. Et donc, on a mis en place un système dégradé qui fait qu'il y a une configuration locale sur les serveurs vocaux qui, quand il n'arrive pas à contacter le système, c'est que pour tel type de demande, à ce moment-là, je peux contacter ces agents. Ce n'est pas la fonctionnalité la plus optimale, mais en tout cas, ça permet de continuer à rendre le service quand un autre service n'est plus disponible. Donc, essayez de trouver des modes dégradés aussi. Et la dernière technique pour se protéger des pannes de communication entre deux services, c'est le circuit breaker. Donc là, vous avez votre API A qui appelle l'API B, puis à un moment, on a une erreur. Et donc, le circuit breaker, on va l'ouvrir, ça veut dire qu'on va arrêter d'appeler l'API B, parce qu'on voit qu'elle est en panne. Et donc, ça ne sert à rien de l'appeler systématiquement, parce que systématiquement, vous allez avoir le timeout, le nombre de réessais, et donc la réponse va être un petit peu longue. Et de temps en temps, quand même, on va rappeler l'API B pour voir si elle est à nouveau disponible. Et si elle est à nouveau disponible, à ce moment-là, on referme le coupe-circuit et on recommence à renvoyer des requêtes à l'API B. Dernière solution aussi, jusqu'à présent on a vu que c'était la communication synchrone, mais parfois on appelle un autre service, mais on n'a pas besoin de la réponse, ou en tout cas pas tout de suite. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un mécanisme d'asynchrone, comme par exemple utiliser un bus d'événements, et donc là, notre première API va envoyer un message sur le bus d'événements pour dire voilà, j'ai telle commande à faire, je m'en fiche du résultat, ou en tout cas j'en ai pas besoin tout de suite. Et ce qui permet que si le service, enfin l'API B est tombée, et ben l'API A n'est pas bloquée parce qu'elle a déposé son message et puis elle continue son traitement. Et l'API B va dépiler tous ces messages quand elle sera à nouveau disponible. Donc ça c'est une bonne technique aussi pour éviter les problèmes de communication entre vos composants. Donc là on a vu un petit peu tous les problèmes de communication. On a vu aussi que dans un système distribué, il y avait un enjeu autour du stockage des données, puisque plus on avait de données, il faut essayer d'absorber cette charge, et souvent en plus le serveur de base de données est vraiment le point de contention. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire dans un système distribué avec le stockage des données? Donc souvent on a un serveur de base de données, puis on a plein d'applications qui vont l'utiliser, c'est pratique, on n'a qu'un seul serveur à gérer. Puis à un moment on va arriver à la limite de capacité de ce serveur, il n'est plus capable de soit gérer le volume de données, soit le flux de requêtes. Et la première stratégie, ça va être d'utiliser un serveur de base de données par service, ce qui va permettre de répartir la charge sur plusieurs bases de données. Si on fait le zoom sur une seule application qui a sa base de données dédiée, donc elle va faire des lectures, écritures, et peut-être qu'à un moment, vous allez encore arriver aux limites de capacité de cette base de données. Donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un système de réplication de données, mais juste en lecture seule. C'est-à-dire que votre base de données, vous allez écrire dedans et vous copiez les données sur plusieurs réplicas en lecture, qui sont disponibles en lecture. Et donc, votre application, pour tout ce qui est écriture, elle continue à appeler sur la base de données nominale. Et dès qu'elle a des lectures à faire, elle peut le faire sur les réplicas. Parfois, vous avez des requêtes qui vont mélanger de l'écriture et de la lecture. Si vous faites toutes les requêtes d'écriture sur le nominal et que vous lisez sur un réplica, selon le délai qu'il y a pour la réplication, vous allez avoir une certaine incohérence. Donc parfois, même si vous avez un système de read-réplica, l'application, quand elle a des opérations qu'elle mélange entre lecture et écriture, elle va le faire que sur le nominal pour éviter d'avoir de l'incohérence. Ça, c'est pratique. C'est facile à mettre en place si vous avez des applications qui font que de la lecture, par exemple des exports de données ou des traitements en batch, enfin des traitements, oui, des exports ou des statistiques. Parce que ces applications, ils font que de la lecture, donc vous pouvez les configurer pour taper directement sur votre réplica en lecture seule. Et c'est un autre avantage, c'est que si vous avez votre application A qui travaille sur la base nominale où il y a du trafic temps réel avec des utilisateurs, ça évite que des gros traitements sur la base de données qui prennent beaucoup de ressources bloquent le flux temps réel. Donc ça permet de séparer un peu les activités, donc ça c'est plutôt pratique. Et il y a selon l'implémentation de base de données que vous prenez, il y a des systèmes qui permettent aussi d'améliorer la fiabilité de votre base de données. Quand la base de données tombe,
on peut élire un des réplicas comme nouvelle base de données nominale, ce qui fait que on améliore la disponibilité du service, parce qu'on a toujours une base de données nominale qui est disponible, c'est un réplica qui prend le relais. Et par le jeu des noms de services réseau, les applications ne s'en rendent même pas compte. Dernier point, les bases de données, on peut configurer souvent le moment à laquelle la base va vous répondre pour dire elle a pris en compte votre ordre d'écriture. Ça peut être juste quand elle a reçu la requête, ça peut être juste au moment où elle a écrit la donnée sur le disque, ça peut être attendre que j'ai répliqué une fois ou deux fois ou trois fois la donnée, attendre que j'ai répliqué une ou deux ou trois fois la donnée et qu'elle se soit écrite sur le réplica. Donc ça sera quelque chose à affiner. Et ça va dépendre, en fait, si vous voulez de la performance ou de la durabilité des données. Donc si vous voulez de la performance, vous allez demander qu'on vous réponde tout de suite. En revanche, c'est-à-dire que si votre serveur tombe, vous prenez le risque de perdre de l'information. Donc après, c'est une balance à avoir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir où mettre le curseur. Une autre façon aussi, on a des read réplicas, mais parfois on vous a toujours beaucoup de données à gérer. Et donc on va essayer de faire du partitionnement de données. Donc là, dans le partitionnement de données, l'idée c'est que vous avez toutes vos données qui sont dans une seule base de données. Vous avez trop de données, vous allez essayer de le distribuer sur plusieurs bases de données de façon indépendante. Et donc il va falloir trouver une clé de partitionnement qui vous permet de la distribuer. Donc par exemple, si vous avez des données sur des clients qui sont en France, en Angleterre, en Italie, vous pouvez décider de faire des bases par pays, ce qui vous permet de distribuer la charge. Donc là, il faut trouver la bonne clé de partitionnement pour avoir une distribution uniforme, pour ne pas avoir des bases de données avec 80% des données, puis d'autres où il n'y en a que 5%. Et il faut surtout éviter que vous ayez à un moment des requêtes à faire qui vont aller sur les plusieurs partitions, parce que là, vous allez avoir tous les points négatifs, parce que vous allez rajouter de la latence, puisqu'il faut interroger plusieurs bases, et vous risquez d'avoir des problèmes d'incohérence de données également. Et je vous ai mis juste le consistent hashing, qui est une technique qui permet de calculer un hash sur vos données et de distribuer de façon équitable les données dans plusieurs bases. Et l'autre avantage qu'il a, c'est que si vous ajoutez ou enlevez dynamiquement une instance de base de données, en fait, ça limite le mouvement de l'immigration de données d'un serveur à l'autre. Donc c'est une technique assez intéressante, même si je ne l'ai pas mise en place celle-ci. Donc on commence à parler de problèmes d'incohérence de données. Si on revient à nos petites applications, tout à l'heure je vous disais, l'application elle va envoyer un message sur le bus d'événement, une deuxième pour qu'elle prenne le relais pour faire un traitement. Ce qui se passe souvent, c'est que notre application, elle écrit des infos dans la base de données, puis après elle va envoyer par exemple un message à notre autre API. Qu'est-ce qui se passe si notre application elle tombe juste après avoir écrit sa donnée dans la base de données, mais avant d'envoyer son message? On va se retrouver dans une incohérence puisqu'elle aura mis à jour ses informations et l'API B, elle ne va jamais recevoir le message et donc elle n'aura pas fait la suite du traitement. Donc une solution qui peut être mise en place, c'est ce qu'on appelle le outbox pattern. Et pour changer, en fait, ce qui se passe, c'est que l'API A, elle va écrire ces informations dans sa base de données et plutôt que d'envoyer elle-même le message dans le bus d'événement, elle va écrire dans sa propre base de données « j'ai un message à envoyer au service B ». Tout ça au sein d'une transaction SQL, ce qui fait que si elle tombe entre les deux opérations, la transaction ne va pas être committée, donc aucune des deux informations sera enregistrée, donc il n'y aura pas d'incohérence. Donc ça, c'est la première étape, on s'assure qu'on a une cohérence, et ensuite on rajoute un worker, donc là c'est le petit cercle que j'ai gribouillé, qui lui, régulièrement va regarder s'il y a des messages à envoyer. S'il y a des messages à envoyer, va les déposer dans le bus d'événement, et ensuite va supprimer le message dans la base. Et tout ça au sein d'une transaction. Donc on est sûr que si le worker a supprimé le message, on est sûr qu'il l'a bien envoyé sur le bus d'événement. Si jamais ça a planté entre-temps, le message n'a pas été supprimé. Donc s'il l'a planté avant d'envoyer, il va réessayer plus tard. Donc on garantit qu'on va envoyer le message. Et s'il a envoyé le message et qu'il plante avant de committer le fait de supprimer le message, il risque de le renvoyer une prochaine fois. Ce qui n'est pas dérangeant d'envoyer plusieurs fois le même message, tant que l'application B est idempotente, c'est-à-dire qu'elle reçoit plusieurs fois le même message, mais elle va le traiter qu'une seule fois, et les autres fois, soit elle fait des opérations qui n'ont pas d'overlap, excusez-moi, enfin pas d'effet de bord. Dans nos applications, je vous disais, on a des transactions, donc souvent dans une application classique, on a une transaction, on fait un begin,
on fait plusieurs appels, donc ça correspond à la base de données. Donc par exemple, dans des modules, on va avoir plusieurs opérations. Puis à la fin, si tout s'est bien passé, on commit. Ça permet de valider toutes les opérations. Et si ça s'est mal passé, on rollback. Dans un système distribué, on va appeler plusieurs services. On n'a pas cette notion de transaction. Donc comment ça se passe? Alors, ça existe quand même, les transactions distribuées. On peut faire ce qu'on appelle du two-phase commit. Donc on a notre application orchestratrice qui débute une transaction. Elle va faire des appels aux différents services distants en faisant des prépares. Elle va lui dire je voudrais faire ça, etc. Et à la fin, si ça s'est bien passé, elle envoie un ordre de commit à chaque application. Et ces applications peuvent committer l'opération. C'est pas très courant, ça fonctionne bien, mais on ne le rencontre pas assez souvent. Et en revanche, comme c'est des opérations assez longues, ça peut provoquer des locks qui restent assez longtemps, donc c'est pas forcément optimal. L'autre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des sagas ou des long running actions. Donc là, on est dans un monde idéal, on se dit ça ne va pas planter. Donc on fait on a un traitement, ça a besoin d'appeler 3 API. Donc on les appelle et ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe si l'API C plante? À ce moment-là, notre application orchestratrice, elle va demander la compensation de toutes les opérations qu'elle vient de faire à tous les services. C'est-à-dire, API C, tu annules ce que je viens de te dire, API B, tu annules ce que tu viens de dire, API A, tu annules ce que je viens de dire. Donc ça, c'est pas mal. Ça a l'inconvénient, par contre, c'est que pour toutes les API, il faut prévoir un appel qui annule ce qu'on vient de faire. Donc ça demande quand même plus de travail, et ça demande à l'application A de faire ses appels aussi. Et je ne sais pas si vous avez noté, j'ai mis aussi qu'on demande à l'API C d'annuler ce qu'on vient de lui demander, pourtant j'ai dit qu'elle avait planté. En fait, on lui demande quand même, parce que peut-être que nous, on avait mis un timeout, donc on a considéré que ça avait planté, mais peut-être que l'API C, elle a quand même pris en compte cette demande, peut-être qu'elle a traité. Donc si on ne lui demande pas d'annuler, si manque de bol, tiens, c'est encore notre service de paiement, peut-être qu'on a envoyé un paiement alors qu'on a demandé à tout le monde d'annuler la réservation d'hôtel, etc. Et en plus, on va faire les demandes de compensation tant qu'on n'a pas eu un OK du service pour dire que la compensation a été acceptée. Et donc, ça veut dire qu'on réessaye tout le temps. Et donc, ça veut dire que tous ces services, encore une fois, il faut qu'ils soient idempotents, donc capables de recevoir plusieurs fois le même ordre, mais le traiter qu'une seule fois. Dernier point sur la cohérence des données, c'est les modifications concurrentes. Souvent, on va avoir plusieurs services qui sont indépendants et puis leur vie, et puis des fois, on va accéder à une même donnée au même moment, et on va la modifier au même moment. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on a un service qui gère des couleurs, qu'il y a 2 personnes qui demandent en même temps de mettre la couleur à bleu ou à rouge? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est bleu? Violet? Je ne sais pas trop. Avec les API, on peut jouer avec les HTTP headers. Il y a 2 techniques, soit avec le last modify, qui est un header, quand on récupère une ressource, il nous dit la date de dernière modification. Et quand on veut modifier dans l'API, on utilise le if unmodify since, qui dit voilà, j'ai cet objet que je veux modifier. Moi, la dernière date de modif, c'était celle-ci. On reçoit la requête. Si c'est la bonne date, elle n'a pas été modifiée entre-temps, on accepte. Si entre-temps notre ressource a été modifiée, on refuse la demande. Il y a le même système avec les e-tags, avec le e-tag et if match. Donc le e-tag, c'est une signature de votre objet. Si l'objet a changé entre-temps, on refuse la requête, et sinon, on l'accepte. Au-delà de l'HTTP, il y a aussi un algorithme de compare and swap que vous retrouvez souvent dans vos langages de programmation préférés, qui est, en fait, on donne l'objet d'origine, l'objet qu'on veut modifier, et l'algo va vérifier si l'objet d'origine correspond à l'objet qui est dans votre base. S'il est bon, on inverse avec le nouvel objet, et sinon on refuse l'opération. Et une autre technique aussi, c'est de fonctionner par des deltas. C'est-à-dire que peut-être que votre objet que vous voulez modifier, on peut avoir des modifications concurrentes sur des attributs différents. Par exemple, on pourrait peut-être modifier les dimensions en plus de la couleur. Et donc peut-être que le fait de modifier les dimensions d'un côté et la couleur de l'autre, ça n'a pas d'impact. Il y a une certaine cohérence quand même, mais ça dépend du métier, donc vous pouvez l'accepter. Ou par exemple, si vous travaillez sur des sommes, plutôt que de dire mon compteur, il était à 100, maintenant je le passe à 110, vous pouvez peut-être accepter de dire on l'incrémente de 10, et que quand on a 2 accès concurrents où il y en a un qui incrémente de 10 et l'autre de 20, et ça a du sens métier à la fin de dire je fais plus 10, plus 20 en même temps, j'arrive à 130. Donc ça dépend vraiment des règles métiers que vous avez, mais c'est aussi une solution. Dernier point sur les problèmes, c'est les serveurs de temps. Ça, c'est que des problèmes que j'ai pu rencontrer et qui ne sont pas rares et qui apportent pas mal de galères. Les logs, vous allez avoir des logs qui sont générés sur plein de serveurs différents. S'ils ne sont pas à la même heure, ça va être compliqué de retrouver dans quel ordre s'est passé toutes les actions.
Vous avez des dépôts de données qui sont à différents endroits. Si vous avez des données historisées, avec des données horodatées avec des dates, des fois vous pouvez vous retrouver dans des situations où c'est des choses invraisemblables. Par exemple, un objet qui a été modifié à 1 heure par un utilisateur qui n'existait pas encore à cette heure-là, il a été créé 1 heure plus tard. Donc c'est difficile d'analyser. Un truc qui nous est arrivé assez rigolo, enfin sur le moment non, un jour toutes nos API répondaient des erreurs d'authentification du 401, on ne comprenait pas trop pourquoi, on n'avait pas fait de mise à jour d'application, les credentials des API n'avaient pas changé, et comme on respecte certaines pratiques de sécurité, on ne renvoyait pas de détails sur l'erreur de sécurité parce qu'il ne faut pas donner d'informations aux attaquants, donc c'était un petit peu compliqué, et en fait en analysant, on s'est rendu compte que pour l'authentification des API, on utilisait le HMAC, qui est une signature qui permet de vérifier que c'est un utilisateur authentifié qui fait l'appel. Et en plus, on se protège du rejeu des requêtes. Dedans, il y a la date à laquelle la requête a été faite, ce qui évite à ce que quelqu'un récupère une requête qui est cryptée puis la renvoyer plusieurs fois. Et en fait, le client n'était pas à la même heure que le serveur. Le serveur recevait une requête, il avait l'impression que c'était quelqu'un qui essayait de rejouer la requête. Donc il disait non, moi j'ignore cette requête. Et puis il y a souvent aussi des problèmes sur les certificats où deux serveurs s'échangent des informations et c'est chiffré. Et parfois, à tort, un serveur qui n'est pas à la bonne heure, il va considérer que le certificat est expiré ou pas encore valide. Ça nous est déjà arrivé. Et des fois, vous avez aussi des erreurs SSL on check error, qui est souvent un signe qu'il y a un problème de synchro des serveurs. Et donc, s'il y a une astuce à retenir, qui est super simple à mettre en place et qui peut éviter pas mal de problèmes, c'est configurer un serveur de temps, par exemple NTP sur tous vos serveurs pour être sûr que tout le monde est à la même heure. Et puis pour aussi éviter des gymnastiques, essayez d'utiliser une seule time zone pour tous vos serveurs, comme ça tout le monde est dans la même time zone, c'est plus facile pour comprendre ce qui se passe. Même si les serveurs, de leur côté, stockent dans une seule time zone et ça peut faire la différence, mais pour l'humain qui lit les informations, c'est quand même plus simple. Je vais aller très vite. Cette partie-là, je n'ai pas trop le temps de le développer. Mais en revanche, c'est une des problématiques que vous avez rencontrées, c'est comment on monitore un système distribué, parce qu'on voit qu'on a plein de serveurs, on a plein d'informations dans tous les sens. C'est pas simple, donc la première chose, c'est d'avoir tous les logs centralisés à un seul endroit, parce qu'on ne va pas se connecter sur chaque serveur, surtout que s'il y a des serveurs qui sont enlevés ou ajoutés dynamiquement, au moment où vous les enlevez, il n'y a plus les logs. Comme ça, je vous dis, la topologie peut changer. On va éviter d'être dans une approche déclarative où on déclare toutes nos applications, tous nos serveurs, mais plutôt dans une approche de découverte. C'est-à-dire que c'est automatiquement les serveurs ou vos applications qui s'inscrivent à votre outil de monitoring pour dire « Ouh, je suis là, je fais tel job ». Et enfin, ça devient compliqué de faire de la corrélation entre tous nos logs. Donc, petite astuce, mettre des identifiants de corrélation dans toutes vos requêtes, ça vous permet de faire le lien quand même. Donc on va plutôt utiliser ce qu'on appelle des traces distribuées, qui est un mécanisme qui permet de tracer une exécution dans tout votre système, de savoir par quelle API passe votre requête. Et ça simplifie l'analyse. Et pour cela, il y a un standard qui émerge depuis quelques temps qui s'appelle OpenTelemetry, qui est un standard de communication de ce genre d'informations. Il permet aussi de communiquer des métriques ou des logs. Et ça vous permet de ne pas dépendre d'une implémentation ou d'un APM bien spécifique, mais ça vous permettra dans le futur de changer de solution si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre solution de monitoring. Il y a un petit truc, je n'ai pas trop le temps de vous en parler non plus, c'est l'activité des clients des services. On ne la maîtrise pas toujours, et donc c'est important de mettre des quotas ou du rate limiting, ça va vous permettre de vous protéger d'une activité que vous ne maîtrisez pas, d'assurer une fiabilité de votre service. Quand vous avez vraiment des trafics qui peuvent être importants, que vous ne maîtrisez pas du tout, par exemple des demandes clients qui vous demandent beaucoup de ressources, de la génération de documents ou je ne sais quoi, c'est bien de mettre une file de messages à l'entrée de votre système. Comme ça, si vous n'avez pas la capacité de gérer toute cette charge, ça va être mis dans une file de messages temporisée et vous la traiterez au fil de l'eau en fonction de votre capacité. Et si vous gérez plusieurs clients, peut-être qu'il y a des clients qui peuvent perturber d'autres, donc il faut mettre en place des mécanismes où vous allez isoler vos clients pour éviter que leur activité impacte les autres. Donc souvent ça va passer par instancier des serveurs spécifiques aux clients et de rediriger le trafic sur des zones qui sont sanctuarisées. Et quand je dis les clients, mais en fait des fois c'est les clients internes. Ça nous est déjà arrivé suite à une livraison que d'un seul coup le système s'emballe parce qu'il y avait une application chez nous qui avait changé son comportement, qui appelait beaucoup trop des API et qui mettait en péril nos API. Donc en fait tout ce qu'on met en place pour protéger notre système par rapport à l'extérieur, mais en fait il faut le faire même contre soi-même.
Si vous voulez aller plus loin, d'autres choses que je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui, c'est la partie test et mock. C'est pas simple dans un système distribué de faire des tests qu'on a besoin de 50 services pour faire tourner notre petite application. Il y a un sujet autour de aussi les engagements de service des applications. Donc il faut définir quel est votre SLA, quel est l'objectif de l'application, quels sont les objectifs de votre application. Je vous ai mis quelques références sur 2 livres plutôt pas mal, Distributed System et Pattern of Distributed System, et quelques liens. Le premier va sur le site classique de Martin Fowler. Vous allez retrouver d'autres patterns qui sont utiles dans les systèmes distribués qu'on n'avait pas le temps de discuter aujourd'hui. Il y a un dépôt GitHub qui détaille bien énormément de services utilisés dans les systèmes distribués ou dans les systèmes ce qu'on appelle scalables. Et un autre article qui liste les patterns qui sont vraiment utiles, donc la plupart qu'on a vus aujourd'hui, mais d'autres. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, le cache, moi j'aime pas ça. Le réseau, c'est le vilain, on ne le voit pas, mais en fait c'est lui qui va nous embêter, même si on a des applications qui plantent, mais c'est vraiment la personne qui est cachée qu'on ne voit pas du tout et qui va nous poser beaucoup de problèmes. Malgré tout, un système distribué, c'est super rigolo, on peut faire des choses sympas. C'est un terrain de jeu quand on fait de la conception qui est plutôt intéressante. Néanmoins, les pannes sont inévitables. Vous allez un jour ou l'autre tomber sur une panne, même pas qu'une seule fois d'ailleurs, ça va arriver régulièrement. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes pour s'en protéger. Et donc, ça en résulte quand même une conception qui est assez complexe, je trouve. Mais c'est le prix à payer pour avoir de la scalabilité ou avoir de la haute disponibilité. À vous de juger, selon les engagements de service que vous avez, est-ce que vous avez besoin de cette haute disponibilité? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir une capacité à faire de la scalabilité horizontale ou pas? Ça, c'est à vous de décider. Et je terminerai par cette petite citation que j'aime bien, qui dit que les systèmes distribués ne sont jamais up. Et en fait, ils sont tout le temps dans un état partiellement dégradé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, parce que dans un système, même si sur certains tableaux de bord, on voit tout est vert, c'est nickel, en fait, il y a toujours une petite panne quelque part. Si vous l'avez bien conçu, peut-être que c'est votre système qui réagit correctement et qui se prémunit de la panne, mais parfois, en fait, ça peut causer de gros problèmes. Je vous remercie pour votre attention. Il nous reste 2 minutes 30 dans le chrono, donc on n'aura jamais le temps que vous posiez toutes les questions après cette super conférence. Tu restes un peu sur la manifestation après pour que les gens échangent avec toi? Oui, vous n'hésitez pas à m'interpeller dans le couloir si vous voulez. Je suis là jusqu'à la fin de l'après-midi parce que j'ai autre chose à présenter en fin de journée. C'est vrai. Donc on a le temps pour 2 questions, peut-être quand même, s'il y en a parmi vous. Ouais. Oui, bonjour. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. Je voudrais revenir sur le schéma applicatif où vous montriez donc l'application avec une base de données et éventuellement différents réplicas de lecture. On a aussi la possibilité de mettre en place des réplicas master-master. Est-ce que ça peut être une stratégie intéressante justement pour permettre quand même l'écriture de la base de données sur le master et ensuite la rendre cohérente dans le reste d'un cluster et tenter de répartir un petit peu la charge. Merci. Oui, c'est une stratégie. J'en ai volontairement pas parlé. On l'a souvent mis en place chez nous. C'est très compliqué parce qu'en fait, quand on fait une réplication bidirectionnelle, des moments où on peut avoir des conflits et c'est pas toujours simple à réconcilier. Et quand on a un des 2 serveurs qui tombe, on a les logs de transactions à répliquer. Et on a souvent eu des problèmes. Donc on essaye de partir sur ce pattern qui est assez simple, où on a une seule source de référence qui est notre base principale, et on réplique, et le pattern est beaucoup plus simple. Mais effectivement, c'est un pattern qui existe, qui fonctionne, mais qui est parfois compliqué quand on a des incidents. Allez, une dernière question. Ouais. Alors je vois que tu as pas mal parlé de exponential backoff, policy pour dual read et tout bazar.
Et la question que je me pose, c'est comment toi, tu arrives dans ton entreprise à évangéliser l'équipe produit, justement, à ces problématiques applicatives et d'infrastructure pour choisir les bons chiffres derrière ton retry, ton timeout, etc. Alors, les bons chiffres, en fait, ils sont paramétrables. Donc, ce n'est pas forcément les développeurs qui les définissent, parce qu'ils n'ont pas forcément la réalité de la production, parce qu'on a des équipes séparées quand même. Et donc, souvent, c'est la production qui va les définir, avec le conseil des développeurs, parce que les développeurs savent quelles sont les conséquences de ces timeouts. Et puis, en plus, il y a une problématique métier, et donc le développeur sait mieux ce qui est fait au niveau métier. Donc c'est plutôt du paramétrage, et après c'est à la main des exploitants d'affiner ces paramétrages, surtout que selon, comme je disais tout à l'heure, il y a des clients qui ont des volumétries de données qui sont différentes, et donc ces paramétrages peuvent changer aussi d'un client à l'autre. Donc là, c'est vraiment les exploitants qui ont la meilleure expertise sur les données à mettre en place. Et sur l'évangélisation en elle-même, c'est compliqué quand même de mettre en place tous ces systèmes sur tous les appels. Il y a des composants sur lesquels on veut être sûr que ça fonctionne tout le temps, et en tout cas que le composant de mise en place passe instable. Donc on va focaliser nos efforts sur certains composants, et il y a d'autres où on le fait moins bien parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et après, nous, on passe aussi par un système, ce qu'on appelle des non-functional requirements. Et donc, de temps en temps, on oblige les équipes, on dit on a telle contrainte technique, on veut être sûr de s'en prémunir, donc vous êtes obligé de le faire. Et donc, on définit des fonctionnalités techniques à implémenter. Ils sont obligatoires. Ok, merci pour tes éléments de réponse, super.